Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue au 13h. Voici les titres du journal. C'est une institution vieille de 30 ans. Pendant ces 30 années, l'Union économique et monétaire ouest-africaine a fait preuve de résilience en dépit des chocs de tous genres. Marcel Arrossi revisite dans ce journal le parcours de l'institution ouest-africaine. On s'intéresse aussi dans cette édition au prix du gouvernement ouvert local, un concours qui évalue les principes de bonne gouvernance. La compétition a livré son verdict et c'est la commune de Niki qui arrive en tête de classement. Et puis nous irons à Itasumba dans la commune d'Ifanyi pour y découvrir un périmètre piscicole, un site sur lequel des milliers de poissons sont produits. Les détails dans ce 13h. Vers une réorganisation du secteur de la transformation du cajou au Bénin, les acteurs se réunissent à Cotonou. Il s'agit pour eux de mieux s'organiser pour le développement de cette filière. Les détails avec Igor Ayosso et Amandine Anyamboso. Cette réorganisation s'impose à nous. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les transformateurs de cajou. Ils se mettent désormais ensemble pour mieux dynamiser le secteur de la transformation. En tant qu'industriels, nous avons une grande responsabilité. Nous osons croire qu'entre acteurs, nous pouvons nous entendre et que la famille des industriels se portera à merveille. C'est vraiment un événement heureux et très heureux, d'autant plus que cette organisation se bâtit autour des usines qui sont à l'intérieur de la zone industrielle et également celles qui sont en dehors de cette zone. Il y a eu des dialogues entre les représentants de ces usines qui ont pu s'accorder et s'asseoir aujourd'hui autour de la même table pour la mise en place de la famille représentative des transformateurs. C'est donc une étape importante dans le processus de restructuration de cette filière pour l'économie béninoise. Nous l'avons commencé avec d'abord les familles des producteurs. Nous avons abouti à la mise en place de l'aire fêtière nationale avec lesquels, d'ici quelques jours, si Dieu exauçait nos prières, et je le pense, pour qu'avec la famille des transformateurs, nous puissions aller aux interprofessions. Nous irons plus loin à travers la signature des accords cadres avec le gouvernement. C'est des filières qui ont triplé leur production, voire plus, et qui nécessitent aujourd'hui qu'on s'organise. Surtout que nous avons aujourd'hui des usines implantées dans notre pays avec lesquelles nous avons pris l'engagement de leur rendre disponibles les matières premières dont elles ont besoin pour fonctionner. Les nouveaux dirigeants vont donc relever les défis liés à la transformation du cajou au Bénin. Et pendant ce temps, la Société de gestion des déchets et de la salubrité forme ses partenaires, petites et moyennes entreprises. Elles ont été recrutées pour des travaux de désensablement et de pré-collecte dans les villes. L'objectif est de les emmener à mieux connaître leurs obligations dans le cadre de la collaboration avec la SGDS. On retrouve Amandine Anyamboso. Répondre de manière efficace aux attentes des populations en termes d'aménagement du cadre de vie. C'est la principale mission de ces petites et moyennes entreprises. Elles sont désormais partenaires de la SGDS, Société de gestion des déchets et de la salubrité. Si vous voyez la ville de Cotonou aussi propre, si vous voyez les ouvrages d'assainissement aussi bien nettoyés, si vous voyez que les déchets sont ramassés et depuis quelques années, il n'y a plus de déchets dans nos rues, c'est parce que les partenaires liés au contrat ont des obligations et respectent ces obligations. Si les gens, les touristes, courent pour venir chez nous, c'est parce qu'ils viennent dans un cadre assaini et propre. Tous ceux qui auront participé à cette session vont sortir d'ici avec des outils leur permettant d'offrir des prestations de bonne qualité à la SGDS. Les lignes directives à suivre dans le cadre de ce partenariat sont déjà clarifiées et la familiarisation avec le manuel de procédure technique de la SGDS est en cours.
Et dans le reste de l'actualité, certaines localités du Bénin seront bientôt desservies en eau potable. Le gouvernement décide de la contractualisation avec des structures pour la réalisation de travaux de forage d'exploitation à gros débit dans le Borgo, la Takora et la Donga. Alexandra Djoton fait la lumière sur cette décision gouvernementale. L'eau, c'est la vie. Les efforts déployés dans le cadre du programme d'action du gouvernement PAG1 ont permis de porter le taux de couverture en eau de 40 à 70% au Bénin. Le gouvernement travaille aujourd'hui à porter ces chiffres à 100% de couverture au plan national. C'est ce qui justifie l'accord du Conseil des ministres en vue de la contractualisation avec des structures pour la réalisation de 177 forages destinés à desservir 47 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages dans les départements du Borgo, de la Takora et de la Donga. Ils viennent renforcer les projets et programmes en cours pour le développement des infrastructures hydrauliques en vue d'atteindre l'accès universel à l'eau potable au Bénin, particulièrement en milieu rural. Dans ce cadre, de nombreux autres lots ont déjà été attribués par appel d'offres, cependant que ceux relatifs aux présents travaux ont été infructueux. C'est donc pour éviter que cette situation compromette l'atteinte des objectifs que le Conseil a autorisé la contractualisation avec divers cabinets et entreprises aux fins de l'exécution diligente des marchés concernés dans un délai de 10 mois. C'est une bonne nouvelle pour les populations des départements concernés, à savoir le Borgo, la Takora et la Donga. Cela témoigne à quel point le gouvernement est sensible à leurs peines en matière d'accès à l'eau potable et agit pour que la concrétisation des projets ne traîne pas. Et une bonne nouvelle aussi pour les populations défend les travaux de bitumage de la route nationale inter-État numéro 1 reliant le Bénin au Nigeria sont achevés depuis quelques mois. L'infrastructure routière se présente désormais comme une opportunité économique pour la commune. Firmin Bassao, Calvador, Awano. L'une des routes les plus enviées du département du Plateau, c'est la route nationale inter-État numéro 1. Depuis que les travaux de construction de ce tronçon sont terminés, c'est un grand soulagement dans le rang des populations. Plusieurs fois, il y a eu des promesses de réalisation de cette voie. Certains même sont venus faire le lancement de la voie sans qu'un paquet de ciment ne soit déversé sur la voie. À l'avènement du gouvernement de la rupture, sans tambour ni trompette, c'est la voie qui est réalisée. Cela fait le grand bonheur de la population. Il y a longtemps qu'on espérait cela. De rêve, aujourd'hui on est passé à une réalité où c'est tangible, c'est là, puis ça dessert toute la population. Les retombées de la nouvelle voie sont énormes et profitent aussi bien à la population qu'aux autorités communales. En réalité, c'est la première voie inter-État du Bénin. C'est celle qui relie Cotonou au Nigeria. Parce que lorsque nous on était petits, on a vu les traces du goudron cassé. Puisque ça avait été cassé en temps pour être repris au temps du gouvernement du général Mathieu Kérékou. Et lorsque les gens produisent les produits vivriers et de l'huile rouge et autres, pour écouler ça vers le Nigeria, ce n'est pas ici. Même l'OME à partir de Dangbo, Accra Misrete et autres, ce n'est pas ici, ça passe. Et ça permet à la mairie de collecter des ressources propres. Ça a augmenté un peu la carrière de la commune. Au même moment qu'elle permet de désenclaver la commune, la nouvelle voie constitue également un vrai levier pour l'économie locale. Et c'est tout Ifani qui pousse un ouf de soulagement. Et je vous l'annonçais dans les titres, la commune de Niki arrive en tête de classement dans le cadre du respect des principes de bonne gouvernance. C'est le verdict de la deuxième édition du prix du gouvernement ouvert local. L'événement marque l'aboutissement de 4 années de travaux intenses et de collaboration fructueuse entre les cellules de participation citoyenne, les communes du Bénin et Social Watch Bénin dans le cadre du projet Initiative commune ouverte. À la cérémonie de remise de prix à Cotonou, Patrick et Blaise Atampo. Le prix Gouvernement ouvert local 2024 du projet Initiative commune ouverte revient à Niki, qui est vraiment la première commune. Les activités prévues dans notre plan d'action Gouvernement ouvert ont été
à tour de rôle mis en œuvre avec les différents acteurs dans la commune. Le projet Initiative commune ouverte est lancé en octobre 2020. Il a pour objectif de renforcer l'application des principes de bonne gouvernance dans 22 communes du pays. Nous avons pu observer avec satisfaction l'engagement de chacune des 22 communes qui ont non seulement élaboré, mais aussi mis en œuvre leur plan d'action pour un gouvernement ouvert. Ces actions ont touché divers domaines tels que la transparence budgétaire, l'accès à l'information publique, la participation citoyenne et la promotion d'une gouvernance inclusive. Pour promouvoir la gouvernance locale au Bénin, le gouvernement des États-Unis a octroyé 400 millions de francs CFA à l'initiative commune ouverte par l'intermédiaire du Fonds régional africain pour la démocratie du département d'État. Cette cérémonie des prix du gouvernement ouvert local vient reconnaître les efforts fournis par les communes pour améliorer leur mode de gouvernance et les cellules de participation citoyenne pour la croissance des actions d'influence des politiques au niveau local. Ces distinctions ne sont pas seulement un signe de reconnaissance pour les efforts fournis, mais aussi un encouragement pour toutes les communes à poursuivre leur engagement vers une gouvernance plus ouverte et plus inclusive. Ninki, premier des prix du gouvernement ouvert local, n'est peut-être pas une surprise. La commune était déjà en tête du classement de la bonne utilisation du FADEC. Et sachez, mesdames et messieurs, que la conférence interafricaine des marchés d'assurance a établi ses quartiers dans la métropole économique Cotonou. À la suite de la conférence de Yaoundé, les experts de la CIMA vont passer en revue les grands défis qui touchent le secteur. Une série d'activités qui s'étalent sur une dizaine de jours. Renaud Akapo, Blaise Atampo et Alexis Segbemon. 2 fonctions essentielles sont dévolues aux structures et autres établissements d'assurance: la couverture du risque proprement dit et le recyclage de l'épargne ainsi dégagée au sein de l'économie. L'assurance est donc une industrie financière qui se consacre à la gestion du risque des agents économiques, particuliers et entreprises. Mais la réalité du secteur diffère d'un continent à l'autre. Face aux menaces de grande ampleur, les pays africains sont peu préparés à faire face aux sinistres. Et c'est ce qui justifie la tenue à Cotonou de cette conférence interafricaine des marchés d'assurance. Le Bénin est honoré d'accueillir cet événement qui témoigne de la coopération solide et l'harmonisation des efforts entre nos pays pour bâtir un secteur des assurances solide, inclusif et résilient. Cotonou est un cadre idéal pour des échanges fructueux et des réflexions stratégiques qui orienteront l'avenir de nos marchés d'assurance. Les experts présents à Cotonou sont venus de divers horizons. Dans la métropole économique, ils vont travailler à l'élaboration de contenus innovants pour impacter le grand public. Le choix de Cotonou, pour nous, devait constituer une rupture. Vous l'avez dit vous-même, rupture dans la mesure où le secteur d'assurance, actuellement dans la zone francophone, ne joue pas le rôle qu'il joue en Europe et aux États-Unis. L'assurance dans ces pays est le véritable levier de la croissance. Dans nos États, ce n'est pas forcément le cas. L'impact de l'assurance va bien au-delà de l'économie. Elle permet à chacun de disposer d'une vie plus sûre et d'être moins exposé aux aléas de la vie. Et elle joue ainsi un rôle complémentaire à celui de l'État. La CIMA, depuis sa création, a joué un rôle capital dans la promotion et la régulation des marchés d'assurance dans l'UEMOA et au-delà. Les travaux de ce comité sont donc d'une importance capitale. Nous avons donc la responsabilité de moderniser et de rendre plus efficace le système d'assurance dans nos pays pour protéger nos populations et accompagner nos économies vers un développement durable. Cotonou, carrefour des marchés d'assurance à l'échelle panafricaine. Du 23 septembre au 6 octobre 2024,
Ces experts vont tracer une nouvelle avenue pour l'essor de l'assurance sur l'ensemble du continent. Et vous l'aurez constaté, les dossiers thématiques sont de retour en économie. On parle ce lundi de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Créée à Dakar le 10 janvier 1994, l'UEMOA célèbre ses 30 ans cette année. 30 ans de résilience en dépit des chocs de tout genre. Le moment est bien indiqué pour revisiter les 3 décennies d'intégration régionale et d'identifier les défis actuels en vue de renforcer la compétitivité de cet espace. L'exercice a déjà commencé avec Marcela Rossi. Suivant. 1994-2024. 30 ans de vie pour l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Tout commence à Dakar, où les chefs d'État et de gouvernement signent son acte de naissance. L'Union économique et monétaire ouest-africaine avait comme principal objectif d'améliorer les conditions de vie de ses populations, d'améliorer le mieux-être, le bien-être de ces populations. C'était l'objectif fondamental qui était fixé donc par les pères fondateurs et par le traité de notre Union. On signe le traité donc, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, donc qui vise à compléter l'intégration monétaire et financière qui existait et dont le socle était la monnaie. Compléter ce dispositif avec une intégration économique, commerciale et une intégration des politiques économiques globales. De tout temps, l'organe suprême de l'UEMOA, qui est la conférence des chefs d'État et de gouvernement, œuvre pour le renforcement de la convergence et l'accélération de la croissance économique dans chacun des États membres. L'institution d'un mécanisme de la surveillance multilatérale a été fondamentale. Il a été mis en place dans le cadre du processus d'approfondissement de l'intégration entre les membres de l'UEMOA, avec pour but principal d'assurer la coordination des politiques économiques des États membres de l'Union, notamment en assurant une cohérence optimale entre les politiques budgétaires qui, elles, sont décentralisées et la politique monétaire qui est commune. Au titre des dernières innovations, la mise en place d'une plateforme média pour garantir une bonne communication sur les actions de l'UEMOA. Mais là, nous avons encore de grands défis parce que vous devez déjà savoir que la CEDEAO, l'UEMOA, toutes ces institutions commencent à avoir des problèmes de légitimité parce que les citoyens de ces espaces ne sont pas suffisamment informés sur ce qui se fait, alors qu'il y a du gros travail qui est en train d'être fait. Et donc, c'est là où se trouve réellement le rôle des journalistes. Nous devons travailler à ce que nos citoyens soient suffisamment informés sur ce qui se fait. Et ce travail ne doit pas se limiter à un travail que nous faisons déjà en langue française ou en langue étrangère, si vous voulez. Mais nous devons aller au-delà et commencer par utiliser beaucoup plus les langues de chez nous. Ces 30 années d'existence représentent aussi pour l'UEMOA une expérience d'intégration résiliente face aux multiples chocs exogènes. Dans un contexte de crise multiple, nos économies se sont montrées quand même résilientes. Et c'est vrai qu'en 2020, il y a eu une baisse de notre taux de croissance, à l'instar de ce qui s'est passé en fait, dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Mais dès 2021, nous avons connu un taux de croissance quand même de 5%. Donc c'est un rebond pour nous. Et tout ça, on le doit en fait à la stabilité de notre cadre macroéconomique, aux efforts qui sont faits par nos pays. Nous avons fait face à des chocs multiples ces dernières années. Nous avons besoin de réfléchir, de nous donner des moyens de pouvoir gérer ces chocs-là, de pouvoir les absorber. Et ça nécessite une réflexion sur la mise en place d'un fonds de stabilisation macroéconomique pour ne pas que nous soyons totalement déstabilisés s'il y a des chocs qui apparaissent parce qu'il y a certains chocs qui sont là, on les connaît aujourd'hui, mais on ne sait pas ce que demain sera. Jusque-là, la monnaie commune aux 140 millions d'habitants de l'UEMOA demeure le franc CFA, dont l'avenir suscite encore beaucoup de débats. Nous allons à présent à Ifanyi. Nous sommes à plus de 65 km de Cotonou. On peut y découvrir un périmètre piscicole qui produit plus de 5 millions d'alevins par mois et 5 tonnes de poissons marchands tous les 4 mois. Malheureusement, les pisciculteurs sont confrontés à des difficultés. On en parle avec Firmin Bassao et Calvador Arwanou.
Cette vaste étendue d'un paysage qui laisse entrevoir quelques habitations nigérianes. Derrière ce rideau verdoyant se cache une mine d'or, des étangs à perte de vue avec des poissons de différentes espèces. Autour de ce champ piscicole, c'est toute une industrie halieutique qui se développe. On fait les poissons tilapia et les abolis là qu'on appelle les catfish. Par mois, pour notre production, on fait pour les alevins là, jusqu'à 5 millions d'alevins ici. Pour les poissons marchands, dans 4 mois, 5 tonnes. Donc, quand j'ai découvert ici moi-même, mon souci était de tout faire pour amener les gouvernants à savoir qu'il y a quelque chose ici. J'ai été très heureux de savoir que le ministre actuel de l'Agriculture est passé ici. Et c'est lui qui a même baptisé cette zone, premier village piscicole du Bénin. Le site bénéficie de tous les atouts naturels pour atteindre des records de production halieutique. Une première, certes, mais au prix de beaucoup d'efforts et de quelques difficultés que bravent les pisciculteurs. On ne trouve pas le marché pour les alevins et les grands poissons. Pour trouver le marché au Bénin, là, c'est difficile. Ça ne va pas. C'est les Nigérians qui viennent acheter les alevins et les gros poissons ici et qui vont jusqu'à Ibadan, un peu partout, jusqu'au Cameroun pour écouler cela. Mais la baisse actuelle du Naira, ça fait que lorsque nos acteurs ici disent le montant en CFA, quand ils convertissent, le Nigérian voit que c'est beaucoup d'argent. Ils sont découragés, mais ils sont là. Le périmètre piscicole d'Itasumba, un vrai enjeu économique pour la localité et par ricochet le Bénin. La réfection de la piste d'accès reste l'un des principaux défis pour sa revalorisation. Et puisqu'on parle de poissons, ce produit à Itasumba peuvent servir à la préparation d'une sauce tomate pour le plaisir de vos papilles. Mais avant, on va s'approvisionner au marché. C'est la saison de la tomate. Il y en a en abondance, mais au champ, comment s'organise sa vente? Saint-Tiche Quincmont et Igor Ayosso, reportage. Nous sommes ici, dans un champ de tomates situé à Sémé, à près de 26 km de Cotonou. Pour ces cultivatrices qui savent faire, cette journée est de grande joie. Nous sommes des cultivatrices et actuellement sur ce site, on est en pleine cueillette de tomates. Elles récoltent de la tomate sur 5 hectares. Plus de 600 paniers de 50 kg sont déjà remplis de tomates. Pour le propriétaire du site, le nombre de fruits rouges espérés pour cette saison est important. Et pour la production de la tomate, nous avons embravé une superficie de 5 hectares. Nous attendons avant la fin de cette campagne plus de 300 tonnes. Quand les bonnes dames viennent chez nous, elles achètent 6 paniers d'environ 45 kg bien remplis et elles prennent ça pour 5 paniers. Seulement une fois dans les marchés, la joie de cette période de récolte peut vite virer à la désolation pour les revendeuses. C'est la récolte abondante de tomates. Après 3 mois de consommation, elle deviendra très chère encore. Celles-là viennent de chez nous, sinon avant s'approvisionnaient au Nigeria et le panier 30 à 50 000. Il y a quelques semaines en arrière, la tomate était rare et très chère, mais c'est la saison, elle est abondante jusqu'à même les clientes n'en veulent plus. Pour éviter une période de rareté ou de baisse de production de ce fruit, des mesures peuvent être prises. J'aurais voulu que nous ayons une industrie de transformation des tomates. Et cela va nous permettre de limiter le gaspillage. Cela va permettre également de conserver nos tomates. Des mesures qui peuvent permettre d'assurer aux populations une consommation continuelle de ce fruit rouge, car la tomate reste très prisée en cuisine. Elle est consommée crue dans des salades, écrasée dans des sauces ou même comme une orange après lavage.
Des sportifs peuvent-ils être faits chevaliers de l'ordre national? La grande chancellerie du Bénin y pense. Elle convie les acteurs concernés à un atelier à Zové pour définir les modalités de la mise en œuvre de l'ordre du mérite sportif du Bénin. Evariste Zomaon, Samirat Chabimane. Elle représente la crème des filles du septentrion, reçues aux examens du BEPC du baccalauréat 2024. Quand elles se retrouvent devant la présidente de l'INF, leur bouche ne tarit pas de questions. Elles affichent curiosité et soif de connaissance, telles des rêveuses d'un instant qui, pour elles, a mis longtemps à se concrétiser. Moi, j'ai compris en fait que la grande dame, c'est non seulement celle-là qui a des responsabilités, mais aussi c'est celle-là qui sait cumuler sa vie publique et sa vie privée, c'est-à-dire entre son foyer et sa vie professionnelle. Au cours de cette activité, j'ai d'abord retenu qu'il y a beaucoup d'initiatives à l'intérieur comme à l'extérieur du pays pour motiver les filles d'abord à devenir de grandes femmes et pour motiver les femmes à occuper des places de responsabilité. Des actions comme celle-là, le mouvement Nouvelle Ère en organise plusieurs avec pour but de créer de futurs leaders au féminin. Nous avons eu, on va dire, un entretien mais vraiment cœur à cœur sur les questions qui concernent les jeunes filles, les jeunes femmes en tant que futures bachelières, en tant que bachelières. On a vraiment parlé entre femmes. Ça fait partie de notre programme focalisé à l'égalité des genres et les droits des femmes parce que ces lauréates sont au début de leur carrière, au début de leurs possibilités. C'est important de leur appuyer à leur ambition de devenir des leaders féminins. Faire des jeunes filles d'aujourd'hui de grandes dames de demain, l'ambition paraît immense et semble se concrétiser peu à peu. Ces jeunes filles repartent dans le septentrion pour être des exemples aux yeux d'autres et faire mieux pour être à l'image de leur modèle. Qu'est-ce qui fait l'actualité au plan international? La réponse avec Saint-Ish Quincon. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a commémoré ce dimanche le 83e anniversaire des massacres de Babi Yar, un ravin situé près de Kiev, où les nazis ont exécuté plus de 30 000 juifs en 1941. Babi Yar est un symbole terrifiant qui montre que les crimes les plus odieux sont commis lorsque le monde choisit d'ignorer, de rester silencieux, de rester indifférent et n'a pas la détermination de s'opposer au mal, a souligné le président ukrainien dans son message. Nous devons nous défendre contre le mal, a enchaîné le dirigeant ukrainien alors que son pays combat l'invasion russe à grande échelle. Depuis février 2022, un conflit qui a entraîné la mort de dizaines de milliers de soldats et le départ à l'étranger de plusieurs millions d'autres. Des centaines de personnes manifestent à Magam dans la région du Cachemire, en Inde, après la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, lors d'une frappe aérienne israélienne au Liban. L'Amérique et Israël diffusent une propagande selon laquelle ils ont tué un grand terroriste. Le pape François a exprimé ce dimanche depuis Bruxelles sa douleur devant l'élargissement du conflit au Proche-Orient et a demandé un cessez-le-feu immédiat au Liban. Le Liban est un message, mais en ce moment, c'est un message martyrisé et cette guerre a des effets dévastateurs sur la population, a-t-il poursuivi. Trop de personnes continuent de mourir jour après jour au Moyen-Orient. J'appelle toutes les parties à un cessez-le-feu immédiat au Liban, à Gaza, dans le reste de Palestine et en Israël, a-t-il ajouté, alors que l'armée israélienne a lancé des frappes massives visant de hauts responsables de Hezbollah et des sites d'armement du mouvement dans le sud du Liban et dans son fief à Beyrouth.
Au moins 148 personnes sont mortes et 59 sont portées disparues au Népal à la suite des inondations et glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes, notamment dans la capitale Katmandou. Selon un nouveau bilan officiel annoncé ce dimanche, de grandes parties de l'Est et du centre du pays sont inondées depuis vendredi, tout comme des quartiers entiers de Katmandou. Plus de 3000 personnes sont déployées pour participer aux opérations de sauvetage à l'aide d'hélicoptères, de bateaux à moteur. La vallée de Katmandou a enregistré 240 mm de pluie en 24 heures entre vendredi et samedi matin, a indiqué l'agence météorologique qui a ajouté qu'il s'agit des précipitations les plus importantes relevées dans la capitale népalaise depuis au moins 1970. Et c'est la fin de ce 13h. Merci à tous de l'avoir suivi.